Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal. Oh mon Dieu, France, finalement, nous nous retrouvons, que c'est bon devant la caméra, dis donc, cette fois-ci. Mais quand est-ce que tu viens t'installer pour de bon? T'es pas tombé en amour? J'adore le Québec. 3 semaines là passées au Québec, absolument merveilleux. Merci de ton invitation aussi et de ton soutien à Greenfield Park, c'est vraiment très apprécié. J'aime beaucoup cette énergie d'ailleurs de partage que je retrouve au Canada, mais pas forcément en France. Et ça me touche beaucoup. Surtout qu'on fait un petit peu le même métier quelque part, ou du moins tu faisais mon métier. T'as fait 20 ans de télé, et toi carrément à la télé. T'as écrit des dizaines de livres, faut dire ce qui est, et maintenant tu fais des conférences. Ta vie a complètement changé. Complètement, écoute. Et quand je t'ai vue arriver, je me suis dit, oh mon Dieu, elle, mais c'est vraiment une petite sœur cosmique. Elle fait exactement le même métier que j'ai fait il y a quelques années, c'est-à-dire interviewer des gens qui ont vécu des éveils cosmiques ou des éveils marquants, en tout cas, donc des EMI et tout ce que tu fais déjà. Moi, je le faisais juste pour le Québec, là, pour une revue. Mais effectivement, ma vie a complètement changé. Je te dirais, il y a peut-être 11 ans de ça, en 2002 exactement. Moi, j'étais journaliste d'enquête pour le réseau TVA, donc je travaillais, j'étais vraiment sceptique, j'étais même un peu arrogante, il faut le dire. Là. J'étais arrogante, un peu baveuse, comme mes patrons disaient. Et j'étais une excellente journaliste pour aller chercher des bandits puis les ramener à la caméra. Et jamais j'aurais pensé que 10 ans plus tard, je ferais la promotion de probablement des gens que j'aurais pris à la caméra cachée, comprends-tu, il y a 15 ans, parce que j'étais dans une inconscience totale. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, il y a une animatrice ici au Québec qui s'appelle Claire Lamarche, qui est l'équivalent de Oprah. Exactement. Elle avait la même mission à 4 heures, à tous les jours, avec des gens qui avaient vécu toutes sortes d'affaires. Puis elle m'a demandé en 2002, elle dit, France, écoute, on veut faire une émission d'1 heure avec une médium qui dit qu'elle parle avec les morts, puis toi, tu es journaliste d'enquête, ton père est décédé quand tu avais 14 ans, tu vas aller rencontrer cette bonne femme-là, puis tu vas nous le dire si c'est un charlatan, tu sais. Fait que je suis pas de problème. Moi, ça fait 25 ans que j'attends mon meeting avec mon père qui est mort depuis 25 ans, tu comprends? Fait que je suis allée m'installer devant cette madame-là, puis j'ai dit comme ça, là, je te jure, les 2 bras croisés, puis j'ai dit « OK, impressionnez-moi, madame », tu sais. Et ça a pris 3 minutes, je pleurais comme une madeleine. Et là, ça a complètement chamboulé ma vie. Bon, alors, il faut dire... Qu'est-ce que t'as dit, là, qui t'a... Voilà, je vais te le raconter, là. Vite. Elle a commencé par me dire, bon, ton père est là. Je dis, oui, c'est facile, vous le savez qu'il est décédé. Mais c'est tout ce qu'elle savait de moi. Hein? Je ne suis pas une vedette, même bien que je sois connue ici, je ne suis pas une vedette qui étale sa vie dans les journaux. Alors, elle savait que mon père était décédé et c'est tout. Elle dit, mais il n'est pas tout seul, il est avec une femme plus âgée, plus vieille, puis elle est à côté, puis elle fait ça comme ça, puis elle me montrait les gestes. Là. Elle les voit, puis elle les entend. Puis elle dit, elle fait ça comme ça, la femme, puis elle dit qu'elle ne veut pas vous déranger, elle veut juste te dire qu'elle t'aime comme sa propre fille, que tu l'appelais ta deuxième mère, puis qu'elle veut assister à ces retrouvailles-là, elle trouve ça trop beau. Et c'est là que je me suis mis à pleurer parce que moi, j'ai été élevée en Gaspésie, dans l'est du Québec, dans un petit village. Mon père était médecin, ma mère était une madame docteur, comme on appelait ça dans le temps, donc elle jouait au golf, et on avait des nounous. On avait des femmes qui s'occupaient de nous, les enfants. Et moi, j'ai carrément été élevée par cette nounou-là, qui s'appelle Lucienne, qui était effectivement plus petite, plus âgée que mon père, et je l'ai toujours appelée ma deuxième mère, puis j'étais son chouchou, tu sais, elle m'adorait. Alors, j'ai dit, OK, là, je vous écoute, madame, vous avez capté mon attention. Et pendant 2 heures de temps, elle m'a fait des révélations sur mon père. Elle m'a dit des choses que je ne savais pas, qu'il a fallu que je confirme avec ma mère le soir. Donc, ça ne pouvait pas être de la télépathie. Je suis sortie de là, je tremblais comme une feuille. J'étais avec une collègue de travail qui, elle, était la chef de la coordination de la recherche. Alors, elle est venue avec moi, puis elle a vécu la même expérience, mais pour son ancien mari décédé, elle aussi. Fait qu'on est revenu à Montréal, là, tu sais, on tremblait toutes les deux dans l'auto, puis on s'est dit, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Et moi, je voulais pas faire l'émission de télé. Je savais que j'allais me retrouver devant 1 million de personnes à dire, moi, France Gauthier, la journaliste d'enquête, j'ai parlé à mon père qui était mort, tu sais. Hello! Alors, ça faisait pas de sens et c'était pas bon pour mon image. J'ai essayé de m'en sortir, mais il y avait vraiment un élan à l'intérieur de moi qui disait, non, France, il faut que tu fasses cette émission-là. Et je l'ai faite. TVA a tremblé. La madame est devenue une vedette instantanément. Et moi, je me suis dit, bon, c'est beau, j'ai fait ma job. Je retourne à ma petite job de journaliste. Mais c'était de bien mal comprendre, évidemment, le karma, là, mais aussi le grand plan. Je te dirais que moi, mon grand plan était tracé d'avance que je devais être une enseignante. Ouais. Alors, ça a pris 2 ans avant que je publie mon premier livre. Et depuis ce temps-là, j'ai écrit 6 livres, en fait, pas des dizaines, mais 6. Le 7e est en route.
Et ça a complètement transformé ma vie. Ça a commencé avec la vie après la mort pour que je comprenne qu'effectivement, la conscience survit au corps physique, mais ça va bien au-delà de ça. Et après ça, j'ai commencé à rencontrer des consciences de d'autres niveaux. Et là, j'écris carrément sur la conscience, sur la guérison. Mon dernier livre est un livre sur l'amour, parce que quand on en arrive finalement à comprendre que c'est tout ce qu'il y a, c'est le moteur, c'est le mouvement de chaque être humain, l'amour. C'est ça que j'aimerais parler avec toi maintenant, où tu en es, parce que tu as vécu quand même pas mal de transformations tout au long de ta vie, et maintenant tu t'autorises des périodes de calme, près d'un lac, et comme là tu reviens et t'es encore retransformé, et je pense qu'on est tous amenés à vivre ça, à être dans cette danse avec la vie, d'accepter ces moments où il y a peut-être moins d'activité pour ensuite renaître. Parle-nous de ce que tu as vécu ces dernières années, derniers mois même, voire même cet été, parce que ça va tellement vite maintenant. Comment tu es passé de la journaliste à t'arrêter, à décider de complètement t'arrêter et à faire des conférences, de parler du divin qui est en nous, que nous sommes des dieux incarnés sur Terre, et de parler de l'amour. Il y a quand même du chemin. Un gros chemin. D'ailleurs, ma conférence, la dernière, là, que j'ai commencé à donner cette année, s'appelle « Je suis Dieu, rien de moins ». Mais je me garde une petite gêne, là, il y a un sous-titre « Vous aussi », tu sais. Alors, ça a commencé, écoute, c'est en 2010 que j'ai fait mon premier, ce que j'ai appelé « reset ». Pourquoi? Parce que dans le détour, à force de faire des recherches, à faire des entrevues avec des gens dans la conscience, à faire des entrevues avec des médiums aussi, j'ai constaté qu'on l'était tous. Et j'ai commencé à imiter une de mes amies qui fait de l'écriture inspirée. Puis je dis, regarde, c'est comme ça que tu fais ça, on va faire la même chose. Moi, je dis tout le temps, j'ai rien inventé, je suis la reine des copieuses. Si ça marche pour toi, on va faire pareil, puis ça va marcher pour moi. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à faire de l'écriture inspirée. J'ai regardé ma chum faire. Je dis, OK, je le fais comme ça. Et ça s'est mis à fonctionner la journée où j'ai commencé à me croire. C'est-à-dire que ça faisait 3 ans que j'écrivais et j'étais convaincue que c'était n'importe quoi. Puis à un moment donné, je me suis relue. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que j'avais écrites qui se sont produites dans un futur très, très rapproché. Alors, c'est pas pour devenir devin que j'ai développé ça, mais c'était vraiment important que je comprenne que, OK, on est tous branchés sur la même source si on se donne la peine de le faire. Alors, j'ai appris à méditer. Et en 2010, au printemps 2010, dans mon écriture inspirée, ça me disait, il faut que tu fasses un reset. Je venais de terminer une grosse série documentaire sur les médiums, justement, qui s'intitule « Si c'était vrai ». Ça a été diffusé à Canal Vie, puis je pense qu'on peut encore en voir des capsules sur le web. Et là, j'étais fatiguée, puis c'était écrit, il faut que tu fasses un reset. Tu vois l'image, là, tu pèses sur le bouton de l'ordinateur, tu mets ça à off, puis quand tu vas revenir, tu vas voir que ta création va être décuplée de vitesse et d'intensité. Et j'ai carrément fait une profession de foi. J'avais rien en avant de moi, j'avais plus une scène, j'ai 2 enfants à nourrir, j'avais un projet de documentaire qui est tombé à l'eau pendant l'été, et je me suis dit, pas grave, je continue, je le sais qu'il va se passer quelque chose. Et à l'automne 2010, ça a commencé à bouillonner en dedans de moi, puis là, ça me disait, toujours dans mon écriture, il me disait... Mais moi, je dis que c'est mes guides, là, mais on va dire que c'est mon higher self, OK? C'est France dans une version améliorée, tu sais, L'Oréal, la version L'Oréal. Alors, bref, ça me disait, fais-toi un site Internet, mais pas dans ces mots-là. Il me disait, le web est la toile qui va vous permettre de lever le voile. Et c'est en 2010 que j'ai découvert Lilou Massé sur le web. Qu'est-ce que je fais là, moi? Dans cette histoire? Bien, dans cette histoire, j'ai donné une entrevue à un gars ici qui s'appelle Denis Lévesque, qui est un animateur très populaire d'affaires publiques à TVA. Et c'était pour un de mes livres. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, je veux revenir te parler de 2012 parce que je veux absolument démystifier tout ça. Là. Tout le monde est en train de venir fou avec 2012. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, puis je voudrais t'en parler. Et ça partait d'une entrevue que j'avais vue de toi avec Carl Coleman. Puis je me disais, ça, c'est intéressant. Puis moi, j'avais plein de choses à dire là-dessus aussi. Fait que j'ai combiné un peu les recherches de Coleman avec ce que moi, j'avais compris de tout ça. Puis je suis retournée à cette émission d'affaires publiques-là, et là, ça a ouvert le champ comme ça. Il me disait, fais-toi un site Internet, là, mes guides, là, puis tu vas avoir des dates de conférences puis d'ateliers qui vont venir. Alors, j'ai carrément fait une profession de foi, j'ai mis des dates, et là, la télé m'a appelé pour donner cette fameuse entrevue-là sur 2012, qui est toujours facile à trouver sur le web, là, d'ailleurs sur mon site Internet ou sur YouTube, là, francegauthier.ca. Fait que cette entrevue-là a fait faire un bond quantique complètement. Là, ça m'a propulsé en avant. J'ai reçu des milliers de courriels dans une fin de semaine. Et là, j'ai dit, OK,
je vais aller expliquer ça. Alors, pendant 2 ans, j'ai donné une conférence qui est gratuite sur le web, sur mon site Internet, qui était vraiment pour comprendre qu'on vit une bascule de conscience. Et cette bascule-là, quand j'ai commencé à donner ma conférence, je ne savais pas si on allait vraiment passer de l'autre côté. Je ne savais pas si on n'allait pas répéter ce que d'autres humanités ont fait avant nous, comme les Atlantes, et qu'on pouvait vraiment s'en aller dans notre mur et s'auto-détruire. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je peux te dire qu'on l'a fait, la bascule. Alors, c'est pour ça que j'ai changé ma conférence. Là, maintenant, je parle vraiment du divin à l'intérieur de chacun de nous parce qu'on est tous des grands créateurs. Et quand on prend conscience qu'on n'est pas des victimes, personne, qu'on peut créer et qu'on peut être le scénariste de notre propre pièce de théâtre, ça change complètement la dynamique, là. Alors, c'est de ça dont je parle, puis j'explique que ça commence en disant, écoute, avant ça, je me prenais pour Dieu, j'ai fait un burn-out, maintenant, je sais que je suis Dieu. Ça va très bien. Alors, c'est vraiment une question de recontacter ce créateur à l'intérieur de nous, de prendre les commandes de notre vie, et c'est très facile à dire, mais j'ai vraiment trouvé des trucs aussi faciles à mettre en pratique. Je trouve que c'est important de prendre du recul. On a cette chance d'écrire des livres ou d'être interviewé même et de prendre ce recul-là pour voir. Et tu fais même carrément J'aimerais que tu nous parles de ces resets complets que tu fais. Parce que je pense qu'on est de plus en plus appelés à faire ça. Des fois, la vie nous oblige à les faire. C'est comme si what's wrong with this? Quelque chose ne va pas là si je trouve pas de job. Mais en fait, peut-être que la vie nous impose ça. Qu'est-ce qui se passe pendant ces périodes où toi, tu te retires ou que la vie décide pour l'instant, il n'y a rien qui va se passer? Bien, c'est vraiment conscient, là. En 2010, ça a été un reset conscient où j'ai arrêté pendant 2 mois et demi. Et cet été, j'ai fait la même chose parce qu'on m'a expliqué la même chose. Bref, je me suis un petit peu entêtée cet été. Je voulais écrire un autre livre. Enfin, je voulais prendre la période estivale pour écrire. Et là, je me suis blessée dans le dos puis j'ai perdu la voix. Et là, j'arrêtais pas de dire à la blague, le message est clair, France, t'as perdu la voix, ferme ta boîte. Pour ne pas dire autre chose à la télé. Alors, bref, ça me disait tellement clair dans mon écriture, il faut que tu arrêtes encore cette année pour une autre raison. C'est différent de 2010 parce que ça va t'amener ailleurs. Et là, je ne suis pas tout à fait prête à t'en parler encore, mais j'ai compris, et j'en ai fait beaucoup la promotion, que l'univers a horreur du vide. Et quand on se permet des périodes de vide, ce que j'ai créé cet été pour moi, parce que j'avais créé en 2010, le reset, c'était ça, t'arrêtes tout, là, c'était une période de vide, eh bien, ça nous propulse beaucoup plus loin en avant. Parce que, justement, on a permis ce vide-là pour qu'on puisse créer autre chose. Tu sais, ma ligne là-dedans, là, c'est simple, là, c'est que nous, les Occidentaux, là, partout là, en Occident, on est tous pareils, on est constamment pris dans notre roue de hamster. Donc, on est toujours en train de penser et d'appréhender le futur, de ressasser le passé. On n'est jamais dans notre moment présent. Mais quand on est toujours dans notre roue de hamster, là, ça bloque ici ce qu'on appelle finalement l'inspiration. Le 3e œil, là, il est bloqué parce qu'on est toujours en train de rouler dans notre tête. Fait que l'inspiration ne peut pas descendre. Puis le créateur en nous, il est ici, dans le bas du ventre. Il faut que cette énergie-là descende ici pour qu'on puisse se lever debout et aller créer d'autres choses. Alors, si tu veux créer d'autres choses dans ta vie, si tu es tanné de ce que tu vis présentement, là, puis que tu veux créer d'autres choses, faire une pause de quelques semaines, de quelques mois, si tu es capable, c'est merveilleux. Puis je dis aux gens, si vous n'êtes pas capable d'arrêter de travailler comme moi je fais, parce que je fais des professions de foi, puis je sais que je ne manquerai jamais de rien, parce que c'est comme si c'était intégré en moi, là c'est la même chose. Là, cet automne, j'ai aucune idée là, si je vais avoir de l'argent encore, puis je sais que j'en manquerai jamais. Mais je dis aux gens, si vous n'êtes pas capable de faire ça, créez quelques heures de vide dans votre semaine, tout simplement et tout bonnement, des espaces dans la semaine où est-ce que tu crées vraiment le vide. Et le vide, ça ne veut pas dire d'aller au spa, ça ne veut pas dire d'aller se faire les ongles, ça ne veut pas dire de lire un bon livre ou d'écouter une game de golf à la télé, là. Ça veut vraiment dire de ne rien faire. Et ça, là, je suis passée maître cet été. Tu n'as même pas idée à quel point j'ai rien fait avec un R majuscule. Mais ça m'a pris 1 mois avant d'arriver à faire rien. 1 mois à décompresser. Puis au bout d'1 mois, j'ai vraiment commencé à intégrer, OK, le rien avec un grand R, là. Et après ça, j'ai commencé à voir ce que ça me donnait. Et je pourrais te donner un mot qui résume mon été, là. Et c'est vraiment un bon cantique dans mon cas, à moi, là, parce que ça m'amène à une autre étape de mon évolution. C'est la désidentification. Ouais. Je me suis désidentifiée du personnage. Le personnage France Gauthier, qui est une ancienne journaliste, une animatrice, qui est une auteure, une conférencière. Tout ça, pour moi, c'est comme si j'avais oublié cet été que j'ai fait ça. Puis ça n'a plus aucune importance. Ouais. Et là, tout à coup, ça m'a ramené à l'essence de qui je suis vraiment. Ouais. Et l'essence, c'est vraiment que, oui, je suis une enseignante, éclaireur, oui, il y a une animatrice en moi, là, mais ça, le personnage est tombé.
Et là, c'est comme, ah, wow, c'est ça, quand l'ego tombe en mille miettes, que les masques tombent par terre. J'en parle depuis des années, je l'enseigne, mais on enseigne toujours ce qu'on a besoin d'apprendre, là. Bien là, je l'ai senti cet été. Le masque, pas tout, probablement, c'est sûr qu'il en reste toujours un peu, mais il y a un gros morceau du masque qui est tombé. Où est-ce que ça va m'amener? J'en ai aucune idée, mais je suis très excitée de savoir ce que je vais pouvoir créer à partir de ça. Il y a cette merveilleuse liberté d'être. Ah, c'est tellement extraordinaire, là. Puis Il n'y a plus besoin de représentation, il n'y a plus besoin de masque, il n'y a plus besoin de prétendre à quoi que ce soit. On est tellement beau tel que nous sommes. Oui, et puis c'est sûr que je vais continuer de donner des conférences, des ateliers. Je l'enseigne, l'écriture inspirée, là, puis je constate à la fin de la journée, je vois du monde rentrer dans un état X, puis ils partent à la fin de la journée comme des gros soleils parce qu'ils ont touché à quelque chose. Puis je dis tout le temps, même si vous ne faites pas d'écriture demain ou dans un an, c'est pas grave, le canal s'est ouvert. Alors vous avez connecté avec votre soi supérieur, avec la partie de vous qui est pluguée en bon français, qui est branchée sur la sagesse, sur la connaissance universelle. Fait que tout ça, je l'enseigne. Et je te dirais que j'en ai intégré des grands bouts, mais vraiment, je continue d'en intégrer au fur et à mesure que j'en parle, là. Puis c'est ça qui fait que la conférence est constamment en évolution. J'en ai pas fait 2 pareils depuis le début, ils sont toujours en évolution. Mes ateliers aussi, on est tous des êtres humains en évolution. Mais ce qui est intéressant pour l'instant de constater, là, parce que moi, avant ça, je trouvais que j'étais une visionnaire. Tu sais, j'étais vraiment capable de voir quelques années en avant. Là, on est dans une nouvelle matrice. On l'a fait, la bascule. On est dans une nouvelle conscience. Et là, tout est à construire, tout est à bâtir. On est dans un nouveau monde où est-ce que tout est à faire. Alors, je suis plus capable de voir en avant. Je suis devenue myope tout d'un coup parce que là, vraiment, je pense que toute l'énergie actuelle mondiale nous pousse à être dans le moment présent. Et à vraiment se laisser inspirer, à mettre ça ici. Puis c'est les gens qui vont souffrir le plus dans cette bascule-là, je le dis tout le temps, là, ce sont les intellectuels. Ce sont les gens qui ont des structures mentales très rigides et qui croient détenir la vérité, là, parce que tout est en permanente mouvance. On n'arrête pas, on est toujours en train de changer. Fait que si tu es très rigide ici, tu vas avoir de la difficulté à vivre avec les changements qui s'en viennent parce qu'on est tout le temps dans des changements pour les années à venir. Et là, c'est les structures qui vont commencer à tomber. Là, on va voir nos structures économiques se transformer, nos structures sociales, religieuses. Ça va aller à tous les niveaux, là. Alors, puis aussi éducationnel dans les écoles, il faut que ça change parce que là, on a des nouveaux enfants, les enfants cristal qui arrivent dans les écoles, puis les autres, ils ne se retrouvent plus. Alors, tout ça, là, ça va être à bâtir. Mais il faut bâtir à partir d'ici et non de là. Alors, moi, ce que j'ai appris à faire dans les dernières années, c'est mettre ça à off ou, en tout cas, de le mettre au service du cœur. Et tout ça, je le raconte dans la conférence qui est gratuite, d'ailleurs, sur le net, là, comment est-ce que j'ai découvert la vibration du cœur, puis que maintenant, je m'en inspire constamment, tu sais. T'as pas encore parlé de la nature, mais au Québec, vous êtes entouré d'une magnifique nature. Tu étais toi-même au bord d'un lac entouré de nature. C'est quand même une source et ça me paraît un élément essentiel de cette bascule et de ressentir cette vibration et de vivre, d'être pleinement dans le moment présent. Bien, ce que je comprends puis ce que j'applique dans ma vie, en tout cas, là, puis ça fonctionne, là, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'ascension possible, il n'y a pas d'élévation spirituelle possible sans la contemplation, la méditation, puis la nature. Alors, contemplation, méditation, c'est un ou l'autre. Si tu n'es pas capable de méditer, je dis tout le temps, je comprends que vous ne soyez pas capable de méditer. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, là, je suis une hyperactive mentale. Alors, si je m'assois sur le bord d'un cours d'eau ou sur le bord d'un arbre, je suis capable de contempler, par contre. Hein, et regarder pendant 10, 15 minutes, et ça fait le même travail que méditer. Et la nature, parce qu'on est dénaturé. On s'est complètement dénaturé dans les dernières années, dans les derniers centenaires, même depuis l'arrivée de l'ère industrielle, donc à peu près 300 ans, 250, 300 ans. Donc, on a à revenir à la nature profonde de l'être humain qui est d'être branché, connecté à la nature. Donc, moi, je me suis acheté une petite maison à flanc de montagne il y a 4 ans. C'est le plus beau move que j'ai fait de ma vie. Je vais un dodo, parce que je suis obligée d'habiter à Montréal là, pour des raisons de travail puis tout ça, mais 1 dodo ou 2 dodos à la campagne par semaine, je suis complètement régénérée. Parce que l'énergie est tellement élevée dans les montagnes. Alors, il faut que les gens comprennent que c'est pas grave si tu n'as pas les moyens de t'acheter une maison en montagne, là, si tu es capable d'y aller, de prendre le train, de prendre l'autobus, d'aller dans les parcs, de se rapprocher des arbres, des animaux. Vraiment, dans le Nouveau Monde, on va avoir à se rapprocher des animaux, de la faune, de la flore, de la nature et vraiment de ce qu'on est, de notre être divin à l'intérieur. Puis ça passe par la contemplation ou la méditation.
Puis vraiment, là, si moi, je suis capable de méditer, ne serait-ce que quelques nanosecondes dans mon 15 minutes que je suis assise, tout le monde peut le faire. Tu parles beaucoup de channeling et depuis ces dernières années, tu as eu quand même pas mal d'expérience à ce niveau-là. Est-ce que ça a pris autant de place cet été ou c'est quelque chose que tu laisses un peu derrière et que tu te rends compte que finalement, tout ça est là? Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a envie d'encourager les gens à se rendre compte que toutes les réponses sont là, que nous avons déjà tout ici. Donc le channeling, oui, mais quelle est la portion idéale? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et est-ce qu'on doit attendre de recevoir des messages extérieurs encore? Parce que c'est encore ce piège de... C'est à l'extérieur de moi et pas en moi. Ah non, j'enseigne complètement l'inverse, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à donner notre pouvoir à qui que ce soit. J'ai travaillé avec des channels, je le fais encore à l'occasion, entre autres Pierre Lessard, que tu connais, que tu as interviewé, qui canalise les énergies du Maître Saint-Germain. Mais j'ai tout le temps, appelez-le comme vous voulez. Moi, je les appelle tous Maurice à la blague parce que c'est des parties de nous. Alors, je suis channel, tu es channel, et mon running gag, je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait ça en français, mais ma blague là-dessus que je fais tout le temps, c'est le channeling, c'est vraiment un métier en voie de disparition. Parce qu'on est tous des channels. On est tous des canaux branchés sur de l'énergie et cette énergie-là porte différentes fréquences. Et quand on se branche à ce que j'ai appelé le buffet énergétique, là, qu'on peut appeler la 5e dimension ou appelle ça comme tu voudras, des guides, des anges, whatever. Moi, tout le temps, c'est encore une autre façon de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, mais je l'appelle le soi supérieur comme bien du monde parce que là, ça me branche à moi. Et quand j'enseigne l'écriture inspirée, c'est ça que j'enseigne. Branchez-vous à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir personne. Bien sûr que c'est le fun. On est des filles, là. C'est le fun, une fois de temps en temps, une fois par année, d'aller voir un médium, une tireuse de cartes pour s'amuser, peut-être pour confirmer des trucs qu'on sait déjà. Mais prendre un abonnement, c'est extrêmement dangereux. C'est donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, le pouvoir, on l'a tous en nous. On a toutes les réponses. Avant ça, là, j'écrivais systématiquement tous les matins après avoir médité. Maintenant, je fais de l'écriture de paresseuse. Donc, je médite, je pose des questions, j'entends les réponses ou je ressens les réponses ou je vois les réponses et j'écris uniquement quand je veux que ça reste. Parce que pour le reste, là, je les ai, mes réponses. À chaque matin, quand je médite, si je pose une question, je vais avoir vraiment des réponses qui ne sont pas toujours très claires, qui ne sont pas toujours satisfaisantes, mais dans le courant de la journée ou dans le courant de la vie, je vais comprendre qu'est-ce que j'ai eu le matin puis que je n'ai peut-être pas compris, tu comprends? C'est dans l'expérience là, que je le vis, moi. Est-ce qu'il y a des pratiques ou des choses que tu incites au-delà de l'écriture automatique, des choses qui au quotidien pourraient justement transformer et nous permettre de se reconnecter, de se rebrancher à ce courant divin, à cette énergie universelle, à cet amour, à cette lumière, quels que soient tes mots? Bien, et ce que je pratique beaucoup présentement, là, c'est évidemment le fameux moment présent. Je l'ai lu, je l'ai vendu, j'en ai parlé et ça m'a pris des années à comprendre comment même l'appliquer dans ma vie. Alors, c'est même pas le moment présent, c'est la présence. Je dis tout le temps, quand tu as pris conscience là, que tu es le créateur de ta vie, 50% du travail est fait. Après ça, il y a un autre 50% qui vient de la vigilance. La vigilance d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de qui tu es, de ce qui va rentrer. Tu penses à quelque chose, tu regardes, tu ouvres ta radio dans l'auto et tu vas entendre une phrase qui va venir confirmer. Moi, là, je reçois toujours les enseignements dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin quand je le demande, OK? Fait que si je pose une question, comme je te dis, puis que je vais avoir une réponse le matin, mais qu'elle n'est pas complète, dans la journée, je vais avoir quelqu'un qui va me compléter ça. Exemple, OK? Quand je t'ai dit, bon, j'écrivais, puis on me disait, prépare-toi, tu vas faire des ateliers et des conférences à temps plein à bientôt. Puis je disais, des ateliers de quoi? Je suis une journaliste d'enquête de qu'est-ce que je vais aller enseigner. Et ça n'a pas pris 4 mois avant que je commence à le faire pour vrai, là. Mais dans cette semaine-là où est-ce que j'ai écrit que j'allais faire des ateliers, il y a quelqu'un qui m'a appelé par rapport, puis qui m'écoute, puis lui, il organise des événements, tu sais, des événements à caractère spirituel. Puis il me dit, je t'écoute, France, là, puis c'est pas juste des conférences, il faudrait que tu fasses, c'est des ateliers. Et là, je suis partie à rire, parce que je me suis dit, OK, j'ai jamais travaillé avec cet homme-là, puis j'ai pas du tout l'intention, puis peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais c'était pas, le coup de fil n'était pas là pour que je travaille avec lui. Le coup de fil était là pour me confirmer que ce que j'avais eu comme inspiration était juste et que là, je pouvais me croire, tu comprends? Donc, à partir du moment où on commence à se croire, tout à coup, l'univers au complet vient en support. Puis je dis tout le temps, regardez là, on n'en a rien à faire, l'univers n'a rien à faire de vos doutes.
mettez-vous en action. L'énergie actuelle permet à tout le monde de se mettre en action. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Tu vas frapper un mur, tu vas faire un pas latéral, puis tu vas continuer ta course en avant. Mais il n'y a rien de pire que le statu quo, parce que si tu ne te mets pas en mouvement parce que tu as peur ou parce que tu as des doutes, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Et le train, présentement, est en mouvement. Le train, il s'en va en avant. Alors, on peut sauter dedans en mouvement ou attendre le prochain, mais on ne sait pas c'est quand le prochain. Fait que moi, je sauterais dans celui-là qui court, là. L'éveil, alors, comment tu le décris, ou the enlightenment, ou l'illumination, ou the awakening, ou tout ça, en fait, ce qu'on est appelé, soi-disant, à expérimenter, comment tu le résumes? Écoute, moi, j'ai pas vécu un éveil spontané comme bien des gens que j'ai interviewés puis que toi aussi tu as interviewé. Des fois, je les envie. À chaque fois que je faisais une entrevue avec quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, je disais, j'aimerais quasiment ça, moi, mourir quelques secondes, là, juste quelques secondes pour vivre ça puis revenir dans mon corps et dire, OK, c'est ça. Alors, la majorité des gens ne vivront pas une expérience de mort imminente. La majorité des gens ne vivront pas une illumination spontanée ou ce qu'on appelle un éveil cosmique, qui est une espèce d'expérience très, très, très forte où est-ce que tu sors de ton corps ou presque. C'est proche de la névrose puis de la psychose, là, quand tu fais un éveil spontané comme ça, parce qu'après ça, c'est très difficile de revenir dans le courant de la vie normale. Alors, la majorité des gens ne vivront pas ça. Ils vont vivre ce que toi puis moi, on vit, c'est-à-dire des petits bouts d'éveil, un après l'autre. Et moi, c'est ce que je vis à temps plein depuis 2002, en accéléré depuis 2010. Encore cet été, ça a été un autre petit bout d'éveil parce que je me suis permis d'abord de me poser. Toute l'année, on court comme des malades. Moi, en plus, j'ai 2 enfants. Alors, il faut que je fasse ma vie de mère, ma vie d'animatrice, ma vie d'auteur. Tout ça en même temps, ça laisse très peu de temps pour aller à l'intérieur. Fait que les pauses qu'on s'accorde, là, c'est ça, nos tremplins de petits bonds quantiques. Alors, moi, la méditation m'a permis de vivre les premiers éveils, puis ça continue de le faire. Je ne peux pas m'arrêter de méditer, je ne peux pas m'arrêter de faire du vide dans ma vie parce que je ne pourrais pas faire d'autres bonds en avant. Je vais rester coincée où je suis là présentement. Alors, je crois que l'illumination, c'est un bien beau terme. On veut tous vivre ça. Mais ça ne se passe pas comme dans les livres, puis ça ne se passe pas nécessairement comme ce qu'on a lu parce que la majorité des gens le vivent une journée à la fois, un petit éveil à la fois, un petit pas à la fois, en restant présent, vigilant dans notre cœur. J'entendais entre autres une Américaine que tu dois connaître, la Little Grandmother, là, qui fait beaucoup d'entrevues, puis qui fait beaucoup d'entrevues sur le web, qui dit tout le temps « The safest place to be is in your heart ». Et je l'entendais, cette ligne-là, tu sais, l'endroit le plus sécuritaire, c'est dans ton cœur. Je l'entendais ici, mais je ne le comprenais pas. Et depuis 2-3 ans, j'ai commencé à vraiment passer de la connaissance à l'expérience. Ça, c'est Einstein qui disait ça, là, la véritable connaissance passe par l'expérience, le reste, c'est de l'information. Bien, moi, là, je faisais de l'information avant, j'étais journaliste. Je sais c'est quoi l'information, là, ça rentre dans une oreille, puis ça sort par l'autre. La véritable connaissance, c'est quand tu passes tout ça qui était là, à ici. Et depuis que j'ai commencé à descendre l'information dans mon cœur puis à laisser mon cœur guider ma vie, puis ça a l'air des fois bien quétaine quand on dit ça comme ça, là. Mais il y a vraiment une vibration qui existe ici, là, puis je la sens. Par exemple, je vais donner des exemples bien précis, là, mais j'ai eu une relation amoureuse qui était le début de ça, puis je le raconte dans mon dernier livre, C'est quoi l'amour?, qui est un livre magnifique pour vraiment comprendre la guérison amoureuse. Là. Moi, j'ai été en peine d'amour toute ma vie jusqu'à ce que je comprenne que je créais ça. Alors, un de ces hommes-là est venu m'ouvrir le cœur. Il s'appelle Jimmy, c'est une petite flamme jumelle. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, ça a vibré ici, là, vraiment tellement fort que j'ai commencé à comprendre, OK, il y a vraiment de l'énergie ici, là. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me servir de ça uniquement et mettre ma tête au service du cœur. Fait qu'après ça, j'avais une série documentaire à faire, dont je t'ai parlé tantôt. J'ai littéralement créé cette série-là en écoutant mon cœur. À chaque fois que je disais, bon, OK, il faudrait que je book un médium sur la série, je mettais ma main sur sa photo, puis j'attendais de voir ce que ça me faisait. Si ça vibrait ici, je le bookais, puis si ça me pognait à la gorge puis que j'avais mal au cœur, je mettais ça de côté. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que ça allait pas nécessairement être la bonne personne pour ma série, tu comprends? Même chose pour acheter une maison. Ma petite maison dans les montagnes, là, je suis rentrée dedans, là, puis ça a fait « OK, je l'achète! » C'est fini de travailler avec ici, là. Moi, j'ai 5 ans d'université, là, puis c'est comme je pourrais prendre mes diplômes puis les mettre aux poubelles. Ça n'a plus rien, ça n'a aucune importance, là, les diplômes. Qu'est-ce que ça te dit ici? Puis mets ton intelligence au service de ça. Tu vas être heureux, c'est clair, là. Et depuis que j'écoute ça, je me plante plus.
Dès que ma tête commence à s'obstiner avec mon cœur, je me plante. C'est sûr. Alors, l'éveil, pour revenir à ta question, là, pour moi, c'est ça. C'est des petits éveils à chaque jour, de descendre de plus en plus de cette connaissance-là qu'on pense qu'était ça. On a tout misé dans nos sociétés occidentales sur l'analyse mentale, sur l'intellect, sur l'intelligence, sur le QI. On s'est trompé. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus nous servir, mais on va le mettre au service de ce qui est réellement le moteur de chaque être humain, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire cette énergie universelle-là qui est distribuée à partir d'un chakra qui s'appelle le chakra du cœur. Les humains ne sont pas si à côté de la traque que ça quand on dit des histoires de cœur, j'ai mal au cœur. Tout ça, ce n'est pas le cœur physique. C'est bien ici le chakra qui est le centre de notre corps. Donc pour éveil, il n'y a pas forcément besoin de souffrance, puisque toi, c'est un moment, c'est une série de circonstances qui a fait que c'était un peu pour toi déjà sur ta destinée. Tu as rencontré cette médium, faisait partie de ton chemin, ou tu penses que tu l'as créé? Comment ça s'est passé? Ben écoute, je pense qu'il n'y a pas de destin, mais il y a une destinée. Alors, je vais te nuancer, là. Le destin, c'est la fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. On est des créateurs et on a le libre arbitre à chaque seconde. Mais il y a une destinée. Tu te prends un plan de match quand tu te réincarnes dans cette vie-ci. Puis ça se peut que tu ne l'atteignes pas, ton plan de match, puis tu vas aller dans l'entre-deux-vies pour aller voir, OK, qu'est-ce que j'ai accompli, pas accompli, puis on revient dans la roue inlassablement tant qu'on n'a pas compris l'ensemble de l'expérience. Bon, alors bien sûr que probablement que dans mon plan de match, j'avais décidé dans cette vie-ci de revenir en enseignante. J'aurais pu dire non, j'aurais pu décider de dire à Claire, par exemple, quand est venu le moment d'aller faire l'émission de télé en 2002, lui dire, écoute, désolé, je ne la fais pas cette émission-là, c'est pas bon pour mon image. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, oui, mais France, ton image, on n'en a rien à foutre, là. Hein? Et c'est pour moi, là, le scepticisme dont je faisais preuve à l'époque, c'était vraiment de l'ignorance crasse. Et je dis crasse parce que non seulement je ne le savais pas, mais je ne voulais pas le savoir parce que c'était pas bon pour la journaliste d'enquête en moi. Il fallait que je sois sceptique, il fallait que je sois baveuse, il fallait que je sois arrogante pour aller planter des bandits. Et aujourd'hui, je ne cherche plus de bandits, je cherche uniquement des gens qui font ça avec leur cœur. Sais-tu quoi? Je ne trouve que ça. Alors, j'ai changé de paire de lunettes. Et je me suis mis à voir que, bien sûr, que si on vit à partir d'ici, ça commence à faire des petits. Puis tout ça, là, c'est comme lancer un caillou dans un lac, là. Ça traverse le lac. L'onde va traverser le lac. C'est pas juste le petit trou que ça fait au centre. Alors, si toi, tu es dans ton cœur, moi, je suis dans mon cœur. Là, ce soir, tu vas aller faire une conférence. Il va y avoir 200 personnes qui vont t'écouter, qui vont descendre dans leur cœur. Ils vont aller faire des petits. Il va y avoir 10-12 personnes autour d'eux une heure plus tard qui vont être atteints, happés par cette vibration-là. Alors, tu sais, il y a un Américain qui se promène partout sur la planète en disant « Life has no purpose. There's no purpose to life but to live. » Puis lui, il gagne sa vie avec ça. Merveilleux. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de but à la vie à part de la vivre. Obama n'est pas plus intéressant que la mère de famille qui reste à la maison avec ses 3 enfants. Parce qu'on est tous des co-créateurs. Alors, quand on a compris ça, on arrête de s'en faire et on rentre dans nos dons et nos talents. Moi, mon petit talent, c'est de raconter des histoires. Puis, je suis assez drôle. Puis, quand je raconte des histoires, tout le monde rit. Puis, ils sortent de là, ils ont du plaisir, puis ils ont compris 2-3 affaires, puis ils sont descendus dans leur cœur. Merveilleux, j'ai fait mon travail. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Toi, tu es une formidable enseignante éclaireur aussi. Tu le fais à travers tes entrevues. Bien, c'est tout ce que tu as à faire. Tu t'amuses en faisant ça. Est-ce que tu t'amuses? Tu parles que je m'amuse. Je suis au Québec, là, au mois d'août, avec toi. On va avoir cette belle conversation. Il fait chaud, hein, au Québec, au mois d'août. Il fait humide, en tout cas, on frise. En tout cas, ravie. Merci d'accepter de faire cette interview. Je sais que tu t'es un petit peu retirée de ce monde-là. Quoique tu reviens, hein? Ah oui, mais je vais être là cet automne. Là. J'ai pris juste une pause cet été, vraiment pour faire un autre reset, pour mieux faire un autre bon cantique. Où est-ce que ça va m'amener? Je ne sais pas. J'ai un autre livre sur la guérison à écrire. Je suis en train d'écrire la suite de C'est quoi l'amour? Qui, soit dit en passant, écoute, C'est quoi l'amour, là, pour moi, c'est un petit bijou. Je vais me vanter un peu. Je peux-tu? OK. Alors, quand j'ai fini de l'écrire l'année dernière, je l'ai relu en PDF. Et là, c'est venu, là, ça a monté. J'ai dit à mon amie qui collabore dans le livre, là, elle s'appelle Anne-Marie, j'ai dit, mon Dieu, c'est un des meilleurs que j'ai lus. Et je me suis trouvée très prétentieuse. Et justement, je me suis posé la question, pourquoi tu dis ça, France? J'ai lu des centaines de livres parce que je fais des recherches à temps plein depuis 12 ans sur la conscience. Alors, et tous m'ont apporté quelque chose. Et j'ai compris que la majorité des livres que j'avais lus avaient nourri mon esprit et que celui-là, il nourrit le cœur directement. Alors, c'est quoi l'amour? C'est vraiment un petit bijou pour comprendre que
à travers nos relations amoureuses, à travers nos relations d'amitié, on a des miroirs en face de nous. On va toujours créer dans notre vie et s'attirer des gens qui vont venir nous montrer les blessures qu'on porte, qui sont reliées à nos thèmes karmiques. Et tant et aussi longtemps qu'on n'en prend pas conscience, on est des pauvres victimes. Hein? Mon Dieu qui était pas fin, mon chum, puis mon Dieu qui m'a fait souffrir, puis qui m'a fait pleurer, puis... Mais non, je l'avais attiré et c'était un maître enseignant. Alors moi, c'est ça que j'ai compris dans le détour et que là, j'ai pu remercier tous ces hommes-là qui m'ont fait souffrir pour mieux dire merci d'avoir été des maîtres enseignants. Puis pour répondre à ta question de tantôt, non, on n'a pas besoin de souffrir. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'on résiste. La souffrance vient uniquement de notre résistance. Et la résistance à quoi? À l'être divin qu'on est, à l'être de lumière qu'on est. Si on faisait juste d'écouter qui on est, puis qu'on on se foutait littéralement des conditionnements de nos sociétés qui veulent qu'on soit médecin, avocat. Moi, j'avais des grosses notes à l'école, j'aurais dû être médecin comme mon père, tu comprends? En 3e année d'université, je suis rentrée dans un hôpital, je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, je serais pas capable. Et là, je suis devenue journaliste, mais écoute, on est tellement conditionnés. Combien de gens travaillent dans des métiers qu'ils détestent parce qu'il y avait du travail, parce qu'ils voulaient gagner leur vie, parce qu'ils voulaient faire beaucoup de sous? Alors qu'il y a tellement plus à vivre. Bien, qu'il y a tellement plus à vivre. Alors non, on n'a pas à souffrir. On souffre parce qu'on est conditionné, tout simplement. Et quand on laisse tomber, et c'est cet été, là, c'est ça qui s'est passé pour moi, là, j'ai vu le masque tomber, j'ai vu le personnage qui était plus grand que nature, là, de la journaliste, de l'animatrice, de tout ça. Puis je l'ai vu tomber, puis ça a fait un petit peu mal dans le détour, je t'avoue. Parce que quand les masques tombent puis qu'on résiste, ça fait un petit peu mal. Mais j'ai pas résisté longtemps. Je résistais depuis 48 ans déjà. Fait que cet été, là, j'ai résisté peut-être quelques heures. Et après, là, ça a fait comme... Ah! OK. Alors maintenant, je vais aller me promener, je vais continuer de donner des conférences, des ateliers. Je ne sais pas de quelle façon ça va se passer. Peut-être une télé-web, moi aussi, éventuellement, parce que j'y pense depuis plusieurs années, bien avant que tu m'en inspires. Ça va prendre une autre allure. Là. Je vais faire des capsules pour m'amuser, puis des choses humoristiques qui nous ramènent à la conscience. Ouais. Vraiment. Fait que tout ça, ça s'en vient. Je ne sais pas de quelle façon, mais je ne me sers plus de ça. J'attends que ça vibre ici, puis je me laisse guider. Magnifique, France. Quel bonheur! Hey, j'irai vous voir en Europe. Oui, on l'attend. On l'attend en Belgique, Suisse, France. On a 2 livres en Europe là, qui sont disponibles. C'est les 2 livres avec Pierre Lessard, Le Maître en soi et Tout se joue à chaque instant, que j'ai écrit, mais qui était comme une grande entrevue avec un maître. Les autres sont disponibles sur le web. En fait, si vous allez sur mon site internet, francegauthier.ca, là, vous pouvez les acheter. Tu viens quand en Europe? Dès qu'on m'invite. Aux invitations, c'est parti. Bon, mes délicieux co-créateurs. Merci à toi, merci de... Je vais te voir ce soir. Je suis toute excitée, là. C'est moi qui vais aller voir l'autre France, dans une autre version. Oui. Puis moi, je ne suis pas une conférencière de nature, ça m'intimide un peu d'avoir entre Geneviève, toi, qui avait l'habitude de parler devant des audiences, mais je vais le faire avec le cœur. Et je vais te dire, comme on dit au Québec, elle va être écœurante. Tu vas être écœurante. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Je vous embrasse, je vous fais un bec. Un bec? Un bec. Bisous!